Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1009 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 mai 2025. Nous sommes toujours avec le vidéaste et réalisateur Romain Sarret pour cette grande discussion autour des accessoires vidéo pour le Run and Gun. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Romain, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, qu'est-ce que c'est exactement le mode vidéo Run and Gun ? Alors, le mode vidéo Run and Gun, c'est être déjà autonome, c'est être rapide et réactif pour pouvoir shooter de manière efficace en vidéo. Quels sont les critères à prendre en compte, à regarder quand on choisit sa caméra pour cet exercice du Run and Gun ? À part prendre un Lumix, Non. Là, t'es pas objectif. Non, je suis pas objectif. Je parle juste de mon expérience, mais je connais un peu ce qui se fait autour. Il y en a pas mal qui ont copié. En tout cas, au niveau de la stab, ils ont vu que ça marchait tellement bien et surtout que c'est efficace. Ouais, pour moi, c'est vraiment presque le critère numéro 1. Ça va être parce que maintenant, ils font tous de la définition, ils font tous prendre un boîtier qui a une très bonne stab, c'est très important, et une bonne ergonomie. Chacun son boîtier, chacun sa marque, mais vraiment, il faut prendre... mais maintenant, les constructeurs s'y sont vraiment tous mis, j'ai vu pas mal d'évolutions à ce niveau-là. Une très bonne ergonomie, autonomie aussi, mais comme on a dit, on peut se dépanner avec des batteries externes. Et ça vient avant la taille du capteur. Alors, c'est toujours pareil, si tu es... les micro 4 tiers maintenant ont des très bonnes performances en basse lumière, donc oui, mais après, avec un capteur plein format, tu auras des plus gros photosites, donc tu auras des meilleures performances en basse lumière, donc moi je le conseille. La ligne S chez Pana, c'est vraiment ce que je vais utiliser maintenant tout le temps. Voilà. Et puis la stab, c'est ce qui me permet... En fait, c'est un tout, c'est pour ça, je rigole quand, bien évidemment, je place cette marque-là, mais j'ai pas trop de manque en Run and Gun maintenant avec tout ce qu'ils proposent, quoi. C'est quoi une cage caméra ? C'est donc une enveloppe en métal qui est pré-percée, donc il y a des pas de vis un peu à droite à gauche et qui permet de mettre des accessoires un peu tout autour du boîtier. Donc en fait, finalement, c'est un apport de filetage tout autour du boîtier. Et du coup, c'est quoi les accessoires un peu incontournables qu'on va venir fixer autour de tout ça ? Moniteur externe, micro, on peut mettre support SSD, très important aussi si on veut faire l'enregistrement d'un spectacle. Lumière, il y a plein de choses. Parmi les types de poignées qui existent pour améliorer l'ergonomie et la prise en main des boîtiers sur le terrain, tu es plutôt de la team poignée latérale ultra ergonomique en bois ou poignée supérieure top handle ? Premier choix, donc poignée ergonomique en bois. J'aime le look et surtout l'efficacité que ça m'amène. Il y a quand même quelque chose dont on n'a absolument pas parlé tout au long de l'émission, c'est la mise au point. Alors, on parle d'accessoires, etc. Je parlais de la série Adolescence sur Netflix, des plans séquences, etc. Et il y a un truc absolument bluffant, c'est la manière aussi dont chaque cadreur arrive à toujours avoir le point extrêmement net, mais en permanence, tout en changeant de plan et de mise au point. Comment tu la gères, toi, quand tu es en mode Run and Gun ? Tu nous as dit plusieurs fois à ce micro que tu aimais bien la mise au point manuelle, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, maintenant, non, mais c'est une très bonne question et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça. Je suis assez fan du manuel focus pour éviter justement les accidents. Et typiquement, je vais prendre un exemple. Les accidents. Même si c'est une machine qui marche bien, elle peut ne pas comprendre ce que tu as envie de faire en artistique. Donc, je prends un exemple, le même exemple que tout à l'heure. Si je fais un plan au stabilisateur où je commence dans une zone sombre devant un rocher et je soulève ma caméra pour qu'on ait un plan où la caméra va sortir du rocher et voir la mer avec le coucher de soleil et un bateau. Je veux pas que le focus soit fait d'abord sur le rocher et ensuite au fond. Je veux que dès le départ, on soit sur la mer pour que ça soit déjà parfait.
et 2, que en fait on ait cet effet de profondeur. Donc j'aurais réglé en manuel focus à l'avance mon focus voilà, sur l'infini ou sur la mer, sur le bateau. Mais maintenant, effectivement, avec les nouveaux boîtiers Lumix, ça aide énormément. Je pense notamment au mariage ou des choses comme ça. Les autofocus de suivi sont excellents avec reconnaissance de personne, de l'œil et tout. Donc forcément, tu vas utiliser ce genre de fonction. Niveau stockage, Romain, vaut mieux privilégier le travail avec des cartes mémoire ou un SSD externe en USB-C? Carte SD, moi, c'est vraiment ma manière de travailler. Et très important aussi, c'est d'avoir une petite boîte. Moi, la mienne, je l'avais acheté à B&H New York, donc j'étais tout content de m'acheter ça. Ça n'existait même pas trop à l'époque, en France en tout cas. C'est une simple mini valise dans laquelle il y avait 4 emplacements de carte mémoire à droite, 4 emplacements, et il y a de la mousse. Et en fait, depuis, j'ai gardé ça. Et en fait, j'ai toujours ça dans ma poche quand je shoot. Et dès que j'ai fini avec une, je la sors délicatement, je la mets dedans, hop, et je change. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je recharge comme ça. Le soir, je vide mes cartes mémoire sur l'ordinateur, je fais un backup. Mais voilà, moi, je fonctionne vraiment en mode carte SD et notamment pour le côté run and gun, facile. Et puis, on garde l'étanchéité du boîtier, très important. C'est réellement utile la fonction alimentation externe avec une power bank en USB-C? À fond, à fond, à fond. Il y a vraiment les deux usages dont je parlais, c'est-à-dire soit on le met en direct lors d'un spectacle, ou tout. Même si on est sur un gimbal avec justement, je reviens avec mes 2 poignets, ça m'est arrivé lorsque j'avais des longs shoots et que je commençais à m'inquiéter pour mon autonomie, et je scotchais ma power bank sur la poignée du gimbal et du coup je continuais à shooter. Et en fait il faut bien prendre un câble par contre très souple pour l'USB-C, mais voilà, mais sinon donc on a la possibilité, on shoot et dès qu'on fait un break, on branche la power bank, on branche le boîtier et puis voilà, il se recharge au fur et à mesure quoi. Quel type de micro est le plus polyvalent pour aussi bien être capable d'enregistrer des sons d'ambiance que des voix? Maintenant, vous avez quand même enfin, on n'a pas parlé des enregistreurs externes comme les Zoom, les Tascam et tout, mais les Zoom, les H5, les H6 et tout, qui ont les micros embarqués, ça te fait un enregistrement remarquable. Donc déjà, tu peux servir de ça, en backup ou pas. Et sinon, tu peux utiliser soit un micro cardioïde pour viser un son en particulier. Et sinon, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les packs de chez Rode. Je crois que c'est Videomic Pro, où il y a une boîte avec dedans le récepteur et les 2 micros sous forme de clips, quoi. Et qu'on peut coupler à un micro-cravate, à 2 micro-cravates. Ça, c'est très, très pratique lorsqu'on fait de l'interview. On met les 2 micro-cravates et en fait, on se soucie plus du tout de rien. Et encore une fois, leitmotiv 32 bits à virgule flottante. Est-ce que la stabilisation caméra est suffisante ou est-ce qu'il faut forcément passer à un moment ou à un autre par un gimbal? Moi, je pense qu'il faut passer à un moment, c'est obligatoire lorsqu'on fait vraiment, on court ou on suit quelqu'un. J'ai pas retesté sur les derniers boîtiers Lumix, ça vient tout juste de sortir encore. Les performances, je vais m'y pencher. Après, je pense quand même que c'est physique. 3 moteurs, comme je le disais tout à l'heure, 3 moteurs pour compenser. Par rapport à un capteur seul, ça me paraît quand même difficile de ne pas avoir un gimbal pour certains plans. Et enfin, pour terminer, Romain, quel type d'éclairage d'appoint on peut envisager sur le terrain? Aucun. Non, les minettes LED, ouais, voilà, en dépannage. Allez, ça marche. Merci pour ces explications.